Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique, une émission de presque qualité. Comme d'habitude, je suis avec l'ami Kerr. Salut. On est là pour faire une critique d'abord sans spoil, puis on vous préviendra et on fera une dernière partie avec spoil parce que ça se tenait à cœur à l'ami Kerr de The Shape of Water. La forme de l'eau. La forme de l'eau, et oui, mais quelle est la forme de l'eau ? Eh bien, vous le saurez peut-être. Et c'est un film qui est le nouveau film de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, ce film qui avait fait Le Labyrinthe de Pan et qui a fait moult adaptations cinématographiques qui ont été annulées. Et évidemment, Hellboy, Pacific Rim, de Mimic. nombreuses adaptations. Ces acteurs principaux sont Sally Hawkins, Octavia Spencer et Michael Shannon. Là, à l'image, vous voyez à droite Guillermo del Toro et à gauche Michael Shannon. L'histoire, c'est quoi ? Une petite demoiselle muette, qui est donc femme de ménage dans un centre de recherche top secret américain pendant les années 60, va découvrir une créature sous-marine qui a plein de mystères autour d'elle, et on va en parler. Dis-moi, Kerr, quel est ton avis ? Alors, avant, j'aimerais juste te dire que cette vidéo est un exercice de style, car nous allons, je le dis bien, effectuer un incroyable grand écart, ce qui, en période olympique, nous aurait indéniablement donné la médaille d'or, parce que nous sommes diamétralement opposés sur notre avis sur le film, et c'est ça la beauté du cinéma, c'est qu'un film peut plaire à certains, déplaire à d'autres, et il n'y a ni l'un ni l'autre qui a raison, c'est une question de goût. Moi, mon avis sur The Shape of Water, nouveau Guillermo del Toro, donc, je précise juste qu'il a gagné 2 Oscars, meilleur réalisateur pour Del Toro, meilleure musique pour Alexandre Desplat, le français. Tu es sûr qu'il a gagné 2 Oscars ? 2 Golden Globes, j'ai dit Oscar ? Oui. Golden Globes, pardon. Et il a 13 nominations aux Oscars, alors il n'y a pas de bol pour lui, il tombe avec le chouchou aux États-Unis qui est Three Billboards. Beaucoup de gens disent que The Shape of Water en aurait eu beaucoup plus, aurait été le grand gagnant s'il n'y avait pas eu Three Billboards. Mais d'autres personnes disent l'inverse. Oui, on en parlera. non, mais je parle de la presse là pour le coup. Je parle pas des téléspectateurs ou des spectateurs hein, pour ceux qui l'ont vu en salle, puisque actuellement on ne peut le voir qu'en salle. Mon avis très simple. J'ai été étonné par ce film de Guillermo del Toro, qui est à mon sens le plus abouti de sa filmographie. J'écoute. Le plus abouti de sa filmographie, le plus maîtrisé. Donc, comme on l'a dit, c'est dans un contexte qui est celui de la guerre froide, qui fait rage donc, entre les États-Unis et l'URSS. C'est un film, comme l'a dit Big B, fantastique. C'est aussi une très grande histoire d'amour. En fait, Guillermo del Toro, avec The Shape of Water, a pondu quelque chose qu'il n'avait jamais fait, lui qui était plutôt dans des films sombres, tu sais, ou des films d'action. Là, il a pendu quelque chose qui est une véritable fable, un espèce de conte de fées qui ne laisse aucune place au cynisme. C'est d'ailleurs un élément qui est très marquant dans le film. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui est sanglant est présent dans le film. Mais indéniablement rejeté, c'est un des éléments vraiment forts du film. C'est un film, donc, comme j'ai dit, qui est très enivrant, que Guillermo del Toro a maîtrisé autant dans la mise en scène que dans la direction des artistes, que dans le décor, que dans, moi je trouve aussi dans la photo, etc. Aidé par une bande-son d'Alexandre Desplat qui est très réussie. D'ailleurs, la musique et la danse sont très importantes dans The Shape of Water. Et j'ai envie de dire, c'est la première bande-son d'ailleurs d'Alexandre Desplat qui me marque. Parce que quand le film a commencé et que j'ai vu que c'était Desplat, je me suis dit, ah bah oui, mais lui, c'est vrai qu'il est souvent nominé, on parle énormément de lui, notamment pour The Grand Budapest Hotel. Et je reconnais humblement que j'avais pas apprécié jusqu'à présent ces bandes-son, tu vois. Et là, pour le coup, avec Shape of Water, j'ai trouvé ça très intéressant, mais surtout le cœur du film, outre la romance dont je parlerai après, c'est le message de The Shape of Water qui va complètement... C'est le paradoxe, le film se déroule dans les années 60, dans un monde qui est quand même assez loufoque dans son traitement, et notamment par le biais de son personnage, incarné par Sally Hawkins, qui a ses petits rituels, tu vois, et indéniablement, et on fait nous parallèle public français avec Amélie Poulain, parce qu'il y a du Amélie Poulain dans ce Shape of Water, c'est indéniable. Et dans la première scène, ça saute aux yeux de manière assez brutale. Après moi, notamment le plan où tu sais, il passe les étages pour arriver en dessous au cinéma, les objets, enfin tout m'a fait penser au début à Amélie Poulain. Mais
la grande force de ce film, comme je le disais, c'est son message sur la différence. Alors moi, j'ai mis la différence, l'handicap, l'acceptation de l'handicap, le regard des autres à travers le handicap, puisqu'elle est muette, elle est dans son monde totalement. Bien évidemment, la créature est pour le coup différente du commun des mortels. Et ce discours-là sur la tolérance, la différence, l'acceptation de tout ça, et je trouve très bien amené et est emmené dans un film qui est une vraie histoire d'amour comme on n'en a pas eu depuis très longtemps. Une histoire d'amour qui fait pas semblant. Le film, je trouve, alors Del Toro a magnifié la nudité notamment de Sally Hawkins, qui n'est pas sans l'insulter d'une quelconque manière, mais n'est pas un canon de beauté. C'est pas Alexandra Daddario, notre amie Sally Hawkins. C'est une immense actrice que Del Toro a magnifié autant dans l'aspect nudité que tout simplement de A à Z dans ce film de Sally Hawkins. Et moi je l'ai trouvé extraordinaire dans ce film, et c'est pas la seule. Et à côté de ça, et c'est aussi une des forces du film, c'est qu'à aucun moment il ne te lâche, à aucun moment il n'est pas captivant. C'est un film, un espèce de thriller, mélodrame, romance à l'ancienne, tu sais, qu'on faisait dans les années 90, avec une intrigue qui est finalement très simple, des personnages qui concernent très vite Octavia Spencer, c'est l'ami de l'héroïne, cas gentil, aide-moi, celui qui vit avec elle. Je suis désolé, je suis fatigué et malade, du coup je perds mes mots. Son coloc, voilà, le coloc de l'héroïne, est lui aussi, on peut directement le mettre dans la case des gentils. D'ailleurs, c'est un personnage qui est très 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 bien développé et qui fait vraiment partie des gros atouts du film. Et d'ailleurs, c'est un personnage gay, et ça montre à l'époque à quel point aussi les gays étaient rejetés, comme les personnes de couleur. D'ailleurs, le film vraiment se centralise beaucoup sur la différence et le rejet de toutes ces différences, et il le fait bien. Et aussi les femmes, aussi les personnes qui ont une profession socialement considérée comme en bas de l'échelle. Les femmes de ménage, en l'occurrence dans le film, sont pointées du doigt, alors qu'en fait, on se rend compte qu'elles sont pleines j'allais dire de fantaisie, mais elles sont pleines de ressources aussi. Et je m'y perds un peu, mais là, dans mon propos, c'est assez compliqué, là, comme ça, sans note, vu mon état physique, mais le film est une très très belle histoire d'amour. Et ce que je disais, voilà, j'ai retrouvé mon fil, c'est que c'est un film à l'ancienne. Tu sais, les personnages, on les met assez facilement dans des cases, l'intrigue est facile à suivre, il y a des rebondissements, il y a un peu de suspense, il y a une romance qui fonctionne totalement, et puis il y a une fin, je vous la dirai pas bien évidemment, mais qui pour moi est un sans faute, qui conclut particulièrement bien ce film, qui est bourré de symbolique en permanence. Chaque scène, tu peux te dire non mais là, en fait là, il est en train de nous raconter une histoire, et si tu rentres pas dedans, tu le vois pas forcément, et tu vois pas le symbole que Del Toro a passé. D'ailleurs, dans la partie spoiler, j'analyserai certains points très rapidement. En tout cas, moi, The Shape of Water, j'en attendais rien. Vraiment, j'en attendais rien, et j'ai été étonné. Et je le dis, alors, sincèrement, pour moi, c'est le meilleur film de Guillermo del Toro, parce que c'est celui qui maîtrise le plus, qui est une sorte d'aboutissement pour lui, qui a, au cours de sa filmographie, développé en bien des aspects les monstres, etc. Là, il a atteint, je pense, un sommet dans sa carrière. Fera-t-il mieux ? Est-ce que c'est le film de del Toro ? Beaucoup considèrent que c'est le labyrinthe de Pan. Bon, beaucoup n'ont pas vu The Shape of Water, et peut-être changeront d'avis, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur del Toro. Et c'est aussi, à mes yeux, un des films qui marquera vraiment la décennie. Et le fait qu'il soit adoubé comme ça par la presse, le fait qu'il ait une tonne de nominations, à mes yeux, ça n'est pas volé. Et j'avoue avoir été très étonnamment surpris par ce film de del Toro, et je le remercie. À toi, t'en as pensé quoi ? Donc là, instant grand écart. On est tous bien... Nez tiré, c'est parti.
Moi, j'en ai pensé que c'était un film moyen, voire plutôt médiocre, pour appeler un chat un chat. Je pense que c'est un film dont j'aurais même pas parlé ou voulu. Si Kerr n'avait pas apprécié, je pense que j'en aurais pas parlé sur la chaîne, pensant que c'est un film oubliable. Le truc, c'est que je pense que c'est un film important dans la carrière de Guillermo del Toro, parce que Guillermo del Toro, moi je pense que c'est un réalisateur qui est beaucoup trop, qui est overhypé. C'est-à-dire qu'en gros, Les Chines du Diable, le Labyrinthe de Je suis Pan, plutôt d'accord avec toi. ce sont des bons films. Je pense pas que le Labyrinthe de Pan soit un film incroyable. C'est un film qui a une vraie esthétique, il apporte, mais c'est pas des très grands films. Et derrière, il faut pas oublier que Guillermo del Toro, on entend parler pour faire Le Hobbit, ça se fait pas. On entend parler pour faire moult projets, que ce soit cinéma ou jeux vidéo, ça se fait pas. Et en fait, quand tu regardes sa carrière, il y a les Hellboy. Voilà, c'est pas des grands films, les Hellboy. Il y a Pacific Rim. C'est pas un grand film, Pacific Rim. Et là, du coup, il y a Guillermo del Toro qui se dit là, c'est chaud pour ma gueule. J'ai beaucoup de films qui se sont pas faits, j'ai beaucoup de trucs, etc. Je vais retourner à mes premiers amours. Je vais refaire un film fantastique, un peu une fable, parce que tu dis que c'est pas le cas. Dans Labyrinthe de Pan, on suit carrément une petite fille. Enfin, c'est vraiment une fable par bien des J'ai pas aspects. dit que La Labyrinthe de Pan était pas une fable. Et le truc, c'est que du coup, on a la forme. Juste parce que tu rebondissais là-dessus, tu le trouves quand même très sombre, le Labyrinthe de Pan, non? Oui. Moi, je le trouvais très sombre. Oui, oui. Et le truc, c'est que donc on a La Forme de l'eau, qui est un film que je vois, et c'est pour l'exercice critique de... Parce que je pense qu'à part ça, le film est plutôt oublié, mais si je me tente à l'exercice de la critique du film, j'ai envie de dire que là, j'ai presque l'impression que toutes les intentions de Guillermo del Toro sont extrêmement lisibles, claires, et que les intentions qui sont derrière ne me plaisent pas beaucoup. Qu'est-ce que je et comme ça me permet de vous dévoiler ou en tout cas de développer les différents aspects. Guillermo del Toro, j'ai l'impression qu'il a regardé son œuvre en disant en fait, il faudrait que je fasse un nouveau Labyrinthe de Pan. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit le Labyrinthe de Pan, ce qui est intéressant, c'était d'avoir comme ça de la science-fiction, de la fantasy qui est mêlée avec des faits historiques. C'est vrai parce qu'à l'époque, il s'était inclus dans le monde de l'Espagne avec donc toute la liaison sur la dictature de Franco. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le fait historique des années 60 avec la guerre froide en cadre de l'histoire, comme il y a dans le Labyrinthe de Pan. Il prend la créature. La créature, c'est complètement la créature qui est donc l'acolyte de Hellboy, qui est la créature d'eau, c'est exactement la même créature. Enfin, vraiment, je lui vois quasiment pas de différence, sauf qu'il n'a pas d'habit. Mais du coup, il prend quasiment la même créature, qui était une créature d'eau aussi, surprise, qui était une créature qui a des pouvoirs qui sont, surprise, quasiment les mêmes. Et le truc, c'est que du coup, on a vraiment un Guillermo del Toro, on a l'impression qu'il est vraiment en train de penser à qu'est-ce que les gens aiment bien de la marque Guillermo del Toro. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit non, mais ce serait bien que mon film il soit un peu plus gai. Et donc, du coup, on a des scènes qui sont pas pompées, mais qui sont très, très, très inspirées d'un Amélie Poulain. Sauf que nous, on est français, donc Amélie Poulain, on le connaît bien. Et donc, quand on voit des scènes qui sont là pour faire comme si c'était lui qui avait inventé la... en fait, on a l'impression qu'on a Jean-Pierre Jeunet qui fait un film un peu bizarre. Et qui aurait été, si ça avait été Jean-Pierre Jeunet, pour le coup, si ça avait été le Jean-Pierre Jeunet du début de sa carrière, peut-être un peu plus intéressant. Et donc, au final, on a un film qui est dans sa genèse, je pense qu'il y a un vrai problème. Et du coup, quand on a un film qui est à ce point-là, de mon point de vue, fait dans une logique de brand building, donc c'est-à-dire de vouloir créer son nom, continuer d'affirmer son nom, etc., je pense que c'est problématique. Et pourquoi ? Parce qu'après, l'histoire pourrait être magnifique, les acteurs pourraient être incroyables. Bon, déjà, on va parler des choses faciles. La photo, moi je pense qu'ils ont eu un vrai problème de budget au long du film. Ils ont eu un problème de budget parce que la créature coûtait très cher à faire. Ils ont eu un problème de budget globalement parce qu'on sent que Guillermo del Toro, lui, ce qu'il aime bien, c'est quand c'est réel, quand la créature, on peut la toucher, quand les décors, ils ont été faits réalistement. Et donc, en gros, tout ça coûte beaucoup d'argent. Ils voulaient des acteurs qui coûte un peu cher comme Michael Shannon, et du coup il n'a pas vraiment les moyens de faire une grande photo parce que la lumière ça coûte très cher. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Ils éclairent, le chef-op éclaire les pièces et les acteurs ils se baladent dedans. Donc en gros on a une photo qui est
pas toujours maîtrisées. On a des scènes qui sont, à mon avis, assez symptomatiques du film, où en gros, on a des acteurs qui sont plus ou moins pas ou mal éclairés, sans que ce soit vraiment volontaire, parce que 2 secondes avant, ils sont parfaitement éclairés. Mais par contre, on a la créature qui a un halo absolument magnifique de lumière derrière lui, dont on ne comprend pas d'où ça vient, parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas de lumière. Mais d'un seul coup, on a la créature où ils ont tout pu contrôler parce que tout était fait en 3D, qui est vraiment très beau, et on a le reste du décor qui est très mal éclairé. C'est pas vrai tout le temps, et ça, c'est souvent dû à tout simplement des problèmes de budget. On n'a pas le budget de refaire les scènes, de prendre beaucoup de temps pour préparer la lumière de la scène, et donc du coup, on a des plans qui sont un peu moyens. Et donc, le problème, c'est que Amélie Poulain, c'est fait par un des plus grands chefs-op de l'histoire du cinéma. Et le truc, c'est que là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui fait un peu comme si, avec des plans où on sent qu'il a plus, il est au bout, quoi, il peut pas. Donc, ça fait un film dont la photo est pas incroyable. Donc, on est encore une fois, non, c'est du moyen, c'est du médiocre. On a un univers qui est dépeint autour avec des symboliques. Il y a plein de symboliques tout au long du film. Le problème, et qui est un problème qui est à la fois qui résonne sur la symbolique et qui résonne sur le rythme, c'est que le problème, c'est que l'histoire du film, on peut à peu près la deviner au bout de un quart d'heure, 20 minutes sur les 2h10, je crois qu'il fait. Et donc, 2h03. Et donc, on devine à peu près tout le film en un quart d'heure, 20 minutes. C'est vrai. Du coup... Mais est-ce que c'est gênant ? Du coup, oui, parce que en gros, si on peut essayer juste de rationaliser le truc, en fait, quand le spectateur connaît l'histoire, d'accord, tu peux avoir, par exemple, un méchant qui donne son plan et le héros qui n'est pas au courant, et donc tu te dis, oh mon Dieu, il va tomber dans le piège, etc., etc. Donc en gros, le fait de connaître la suite de l'histoire crée une attente. Parce que tous les personnages ne sont pas au même niveau d'information. Et donc, du coup, ça te crée une attente. Tu te dis, mais comment est-ce que le héros va se sortir de ce guêpier ? Sauf que là, c'est pas le cas parce qu'on sait exactement on devine à chaque fois comment le héros va s'en sortir. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que moi, c'est l'aspect, tu vois, je sais où le film veut m'emmener et j'avais envie de voir comment il allait m'y emmener. Et je trouve que la manière dont il m'y a emmené, au final, était très réussie. Je vais répondre sur ce que tu dis. En gros... Mon point, c'est de dire que si il y a un décalage entre ce que les personnages savent tous et toi, ça crée une attente qui n'est pas un des ressorts du film. Et donc, en gros, on pourrait se dire, mais donc si je connais la fin au début, il faut vraiment que ça met un poids colossal sur la manière de faire les choses, sur ton goût personnel. Est-ce que du coup, tu vas être tellement emporté par l'histoire que tu vas t'en foutre de connaître l'histoire ? Parce que on a tellement de choses à regarder, on n'est pas là pour regarder des trucs qu'on a déjà compris ou qu'on a déjà vus. Et donc, en fait, le film se met un poids colossal à avoir une histoire qui est aussi simpliste, dans le sens simplicité de la succession d'actions, qu'au final, si vous n'êtes pas pris par l'histoire, si vous n'êtes pas pris par la magie de Guillermo del Toro, quand il essaye de recréer ses films précédents, eh bien, le truc, c'est que le film, vous allez le subir, et le subir lourdement. Au bout de 45 minutes, je me suis dit, mais attends, c'est la fin. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'il restait encore 1h20 de film. C'est énorme. Et donc ça, c'est vraiment un lourd poids et un vrai problème de construction. Et donc, donc c'est pour ça qu'au final, l'exercice critique, vous voyez bien, il y a quelqu'un qui l'a adoré, il y a quelqu'un qui l'a pas aimé, mais c'est pour ça que je pense que le film peut autant créer de clivages. C'est parce que si vous aimez vraiment... Et on a un réalisateur qui l'a pas vu. Et qui l'a, pour le coup, complètement gâché son film. Et le truc, c'est que si l'univers vous plaît, le film va vous emporter et vous aurez bien raison de l'aimer. Mais si, au contraire, vous subissez parce que vous voyez tout venir et que vous n'êtes pas pris dans la magie du truc, le film, c'est des gros cordages scénaristiques. Il a des vrais problèmes. Le monstre, franchement, il est extrêmement mal fait. On sent des problèmes au niveau des prothèses. On sent que l'acteur ne peut pas bouger ses hanches. Et donc, il y a des scènes où c'est censé être une sirène aquatique. Et puis, j'ai une petite anecdote. Il tombe par terre comme ça dans la flotte. Il y a vraiment des lourds problèmes sur le film. Sur le monstre, si tu permets, c'est le même acteur qui fait l'extraterrestre dans Star Trek Discovery. Donc c'est un habitué des costumes et n'apparaître qu'en costume. Et enfin voilà, donc en gros c'est un film, et c'est pour ça que j'en reviens à ce que j'ai dit, qui, si vous n'êtes pas pris par la magie, je pense que c'est un film qui reste assez moyen, assez médiocre. C'est bien dommage, parce qu'on sent, à
plein de moments que le film pourrait, s'il avait été fait avec un peu plus d'habileté, ou peut-être juste de moyens, peut-être que c'est vraiment juste ça le problème. Peut-être qu'on sent trop les cordages parce qu'ils ont dû simplifier l'histoire. Parce que je suis pas en train de dire que Guillermo del Toro est un mauvais réalisateur. Il y a peu de gens qui sont sur cette planète capables de faire le labyrinthe de Pan. Mais le truc, c'est que est-ce que c'est les problèmes de moyens ? Est-ce que c'est le problème de temps ? Est-ce que c'est parce qu'il voulait juste reconstruire toujours le film qu'il avait déjà fait avant ? Je sais pas, mais il est passé à côté du film et il est passé à côté du fait de faire un bon film. Voilà. Et après, je mets tous ces prix sur une hype trop injustifiée de Guillermo del Toro parce qu'il est sur un segment où il est un peu tout seul pour l'instant et c'est bien dommage. Mais alors, pour le coup, il est plus du tout sur le segment qui était le sien, parce que The Shape of Water, c'est au contraire un film qui permet à Del Toro de quitter l'univers qui était le sien, c'est-à-dire le côté très sombre, les monstres, un univers. En fait, Guillermo Del Toro, il est attaché au réalisateur de Geek. Là, pour le coup, The Shape of Water, ça n'est pas du tout le cas. Bah, c'est le labyrinthe de Pan, c'est les Chines du diable, enfin, c'est du moins sombre pour être un peu plus grand public, et c'est à peu près sur ça qu'il va. Le labyrinthe de Pan en plus grand public, c'est pas très loin de Shape of Water. Hein. Tu rajoutes une histoire d'amour et Shape of Water. Oui, mais l'histoire d'amour, c'est le cœur du film, en fait. Bah oui. Ouais. Après, sur les éléments techniques, je te rejoins pas. T'as même la même histoire d'amour dans Hellboy. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Comment est-ce qu'il plagie ses propres films, quoi. Ouais. Après, alors, sur les éléments techniques, il y a plusieurs éléments techniques où je te rejoins pas, mais ça, c'est une question d'avis. Après, un aspect où tu as tout à fait raison, c'est si tu rentres pas dans le film, bah peut-être que tu l'apprécies pas. Moi, je sais pas, je suis rentré dedans. Par contre, en effet, si tu rentres dedans, bon, ben, si tu es touché par son message, etc., il y a moyen. J'aimerais juste rajouter un petit bémol, parce que moi, j'en ai pas fait dans ma critique, parce que je trouve que le film est beaucoup trop manichéen. C'est d'un côté les gentils. Les faibles sont gentils dans le film. Ceux qui sont considérés comme différents sont gentils. Et derrière, à l'opposé, tu as ceux qui incarnent l'autorité, le système, qui sont des personnages absolument diaboliques. Le personnage de Michael Shannon, par exemple, il manque cruellement de nuances. Je sais pas ce que tu en penses, mais ok, on nous montre sa famille une ou deux fois, mais pas plus. Et après, le mec il manque tellement de nuances que ça en devient une caricature. Mais parce que Guillermo del Toro, il veut faire son Disney. Et le truc, c'est que dans les Disney, bah, Jafar, il n'a pas de nuances. C'est pour ça que je parlais de films des années 90. Mais c'était aussi ça dans les années 90. Beaucoup de films. Pas tous, bien évidemment. Mais je suis pas d'accord. Quand tu prenais les exemples, parce que je voulais pas t'interrompre, mais quand tu as pris les exemples des films noirs, quand tu regardes Le Faucon Maltais, quand tu regardes Casablanca, c'est des films qui ont énormément. Bah, on parlait des années 50-60 au début. Non, oui, d'accord, mais moi, là, vraiment, je parlais de ces espèces de films, un peu des grandes aventures avec une belle histoire d'amour, et puis tu vois, un peu... n'importe le vent. Non, je ne sais pas. Non, mais... Bon, bref. Moi, ce côté un peu manichéen, c'est mon bémol du film. Mais c'est le seul. Mais parce que c'est ce je pense qu'il s'est perdu. Il avait l'impression qu'il était en train de faire un Disney. Il voulait faire sa Reine des Glaces et du coup, bah, il a son méchant, c'est Jafar, sa gentille, c'est une princesse. Je trouve quand même très dur. Est-ce que ce que je viens de dire sur le fait que t'as l'impression qu'il voulait se faire un Disney, est-ce que t'as pas l'impression que c'est exactement ça ? Non, je pense qu'il voulait faire un grand film. Un grand film, ça a des nuances, ça a des grandes émotions, tu vois. Qui parle à tout le monde. Et là, pour le coup, je pense que le film parle à tout le monde. Parce que si, moi, là, avec mon regard sur le film, je peux vous dire que vraiment, pour moi, c'est un très grand film d'amour. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des comme ça. Alors, j'allais dire longtemps, mais le dernier, c'était La La Land. Mais on en voit rarement, j'ai envie de dire. On peut parler, si tu veux, dans la partie spoil de l'histoire d'amour. Mais pour moi, c'est un des pires éléments du film. Bah... après dans la partie spoil, après bon, on a tous les deux donné notre avis, on va pas s'étendre. Bon, on n'a pas le même avis, ok. Est-ce qu'on fait la partie spoil et Vas-y. moi je parle moi dans la partie spoil, je ne veux parler que d'une chose, c'est de la symbolique du film. J'avais parlé dans la partie non spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez partir, on vous remercie, on vous fait des bisous. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Et ce qui reste, c'est que vous avez vu le film, vous vous en foutez d'être spoilé. Le côté violence. En fait, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué dans le film. C'est
quand il y a de la violence, elle est très présente, la violence. Le sang est présent, le sang est par terre, le sang est sur les corps. Les propos sont parfois très durs. Parfois, la violence est silencieuse aussi. Mais par contre, le film, Del Toro, en fait, veut dans ce film montrer que tout ce qui est cynisme, tout ce qui est intolérance, tout ce qui est violence, tout ça, ça n'a pas sa place dans le monde qu'il veut bâtir avec The Shape of Water. Et les exemples sont nombreux. Par exemple, à un moment donné à la télé, on voit une émeute raciale et tout de suite ils zappent. Ou la symbolique de ce sont des femmes de ménage qui viennent nettoyer les actes de violence passés. Tu vois, ça, c'est quelque chose. Alors, je dis pas que c'est forcément bien ou pas. J'ai juste que cette symbolique-là m'a beaucoup plu. Et après, l'autre symbolique pour moi, c'est sur le message, donc, qui est ce message d'acceptation de la différence. En fait, elle est absolument partout. C'est-à-dire que le personnage de la créature, pour moi, elle incarne finalement toutes ces minorités rejetées à l'époque. Donc, et à l'époque, et c'est là où c'est dramatique de le constater, aussi maintenant. Donc, le juif, tu sais, il parle des juifs dans le film. Il parle les femmes, les personnes socialement qui ont des postes moins intéressants, les personnes de couleur. Bon, alors pour le coup, les reptiles, si t'es un reptile, tu t'en sors. Enfin, voilà. Elle est handicapée. Enfin, et la créature incarne tout ce monde-là. Et c'est là où j'ai trouvé le film était très fort, c'est qu'en fait, le film nous montre par deux éléments que cette intolérance qui caractérise certains personnages, en l'occurrence, cette intolérance est incarnée dans le film par Michael Shannon, ce rejet de la différence, eh ben, il est vain. Il ne sert à rien, parce qu'en fait, la différence, elle est partout, tout le temps, et vous ne la voyez pas. Et ces deux éléments-là, c'est indéniablement la pluie, qui est là constamment. Donc la pluie rappelle indéniablement la créature. Et aussi, et j'ai trouvé ça marrant, enfin après c'est moi qui l'analyse comme ça, peut-être que je me plante, mais la gelée verte. Tu sais, la gelée verte est très présente dans le film. Ils en mangent, il y a la pub, ils le voient à la télé. À un autre moment, il y a un personnage qui dit à Michael Shannon, « Ah ben mange de la gelée verte ». On se dit, mais pourquoi ? Mais en fait, la gelée verte, elle est partout. Tout le monde en consomme. C'est le truc qui est dans notre quotidien, en tout cas dans le film, pas chez nous, hein. Mais en fait, elle fait référence en permanence à la créature. Et ces deux éléments-là, j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Vraiment. Là, pour le coup, dans le traitement de la symbolique, alors après, on peut estimer en effet que c'est comme je le disais, c'est un message très manichéen. Ça peut en effet être considéré comme très lourd. Le discours de « ils sont différents, il faut les accepter et puis basta. Et si tu les acceptes pas, t'es un méchant et puis tu vas mourir égorgé sur un quai. » Ok. Le message manque de finesse, on est d'accord, mais dans la symbolique, j'ai trouvé ça magnifique, vraiment. Et enfin voilà. T'avais des trucs toi sur les spoils en fait, justement, moi, je vais développer tes éléments sur la symbolique pour aller sur sur deux points qui moi, qui me semblent être d'autres problèmes du film. En fait, donc tu parles de la symbolique. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Le film te fait comprendre, en plus il te fait comprendre dans le message d'intro, donc en gros il y a un moment où on comprend qu'il y a un homme qui est Michael Shannon qui est le monstre, donc le film commence en t'expliquant que le monstre n'est pas celui que tu crois, attention, tu vois. Mais il est très prévisible, on est d'accord là-dessus. Et donc en gros le truc c'est que donc, le film commence par te dire voilà, le monstre c'est les méchants, c'est pas parce que t'as des écailles que t'es un monstre. Ensuite, il y a moult trucs, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, où en gros, ils n'arrêtent pas d'essayer de nous faire comprendre que les minorités, le monstre, c'est comme les minorités, donc en fait, on rejette les minorités, les gens différents, etc. Le personnage du coloc qui dit, alors qu'il est gay, qu'il le vit très mal, parce que lui-même est rejeté, etc., eh bien, en fait, à un moment, il est bloqué, et quand on voit des blacks qui se font attaquer dans la rue, il dit non, change ça, je veux pas voir ça. Après, quand il y a le monstre, quand on lui parle du monstre, il dit non, mais en fait, il est pas humain et tout, donc il est différent de nous, je veux pas en entendre parler, etc. Oui, enfin, donc il défend les noirs dans le restaurant. C'est aussi un peu le paradoxe d'ailleurs sur après, le personnage. En fait, c'est un moment quand lui-même est au bout, et après, d'un seul coup, il devient aussi défenseur. Et donc, en fait, c'est au moment où il est rejeté d'ailleurs par le serveur. Et donc, en gros, mon point, c'est de dire, ok, bon, il y a cette symbolique-là, admettons-la. Si je suis
vraiment bas du front, bas du collier. J'applique bêtement, etc. Donc en gros, en fait tout ça, c'est juste pour nous expliquer que là, Sally Hawkins, donc la personnage de la muette, en fait, elle voit 4 fois un monstre, donc littéralement un monstre, des écailles, des machins, etc. Et puis ils s'échangent 3 œufs. Ils se disent tiens, la musique c'est sympa, et ils niquent ensemble. Elle l'explique. Déjà, la c'est un peu rapidité. chelou. Elle l'explique la rapidité. Elle lui dit qu'en fait, elle dit à son coloc à un moment donné, d'ailleurs l'acteur, j'ai oublié son nom, je m'en veux, mais l'acteur est excellent, mais elle lui dit qu'en fait, elle est autant pas attirée, parce que l'attirance à ce moment-là du film n'y est pas, mais elle est autant intriguée, intéressée par la créature, parce que lui ne la voit pas, et c'est la seule à ne pas la voir comme une muette en fait. Lui, il n'a pas conscience de son handicap. En fait, on est d'accord que là, on est en train de parler de genre elle va se taper un extraterrestre affreux, etc. Je suis très bas du collier. Et donc, en gros, le truc, c'est que si on réfléchit comme ça, la relation d'amour est trop peu bossée pour qu'elle soit réaliste. En fait, on a juste l'impression qu'il y a une espèce d'attirance bestiale pour la créature immonde. Et le truc, c'est que du coup, ça juste ça, c'est un peu dommage. Si je remonte maintenant, Parce que conte j'arrête. de fées. Parce que conte de fées. Un conte de Tu vois, fées, ils vont pas niquer. Non, mais direct, la hein. Belle au bois dormant, elle est allongée depuis 25 ans sur le truc, un baiser, boum, c'est l'homme de sa vie, tu vois. Conte de fées. Là, on l'a pas. Enfin, de mon point de vue, on l'a pas. Et du coup, si on était dans le mignon et dans le romantique, pourquoi aller sur des trucs comme ça si vite ? En plus, on a carrément, elle nous montre comment est-ce que ça zigounette, machin, etc. Parce que Et donc, le personnage est très rigolo, elle est vraiment loufoque, elle est curieuse. Je veux juste remonter. Donc déjà, à ce niveau-là, moi, je trouve que si on est bas du collier, ça fonctionne pas. Si on remonte et on se dit, oh là là, ce film, il est vraiment bien pensé, c'est une vraie poésie, c'est un conte de fées, il y a des vrais symboliques comme ça sur la différence de l'autre, etc. Mais du coup, on est d'accord que la créature, donc qui peut se soigner visiblement juste en faisant ça, parce qu'elle le fait à la fin, prend des balles, elle se soigne, et elle bute Michael Shannon. Donc en gros, ça, c'est quoi la logique du film ? C'est-à-dire que si tu fais partie d'une minorité, si on te fait du mal, eh bien ce qu'il faut que tu fasses, et du mal où tu peux toi-même te soigner, et littéralement ça ne laisse pas de traces, ça ne laissera pas de traces sur toi, et au final, sauf psychologique évidemment, mais ça ne laissera pas de traces sur toi. La logique, c'est donc de buter les méchants, buter les gens qui ne comprennent pas. Je peux te donner ma vision je vais de juste cette terminer. scène-là. Donc en gros, le truc, c'est que le film n'est pas un conte de fées sur lequel il faut que tout le monde soit dans l'amour, dans l'acceptation de chacun. Il faut au contraire se dire que, en fait, à un moment, il faut que vraiment ceux qui sont mis de côté, eh bien eux, ils prennent le pouvoir par la violence et qu'ils butent les méchants, parce que ça, c'est comme ça que ça se passe. Après, ils prennent pas le pouvoir dans le film. Les minorités prennent pas le pouvoir dans le film. Non, je parle de la créature. Elle reprend le pouvoir sur Michael Shannon, au point qu'elle le bute. Elle lui supprime la vie quand même. Et donc, au final, je trouve que le film, qu'on soit sur un niveau abruti de relations amoureuses, ou qu'on soit sur un niveau plus réfléchi de dire mais est-ce qu'il y a des... En fait, dans les deux cas, le film ne fonctionne pas, et donc on en revient à la même chose. Parce que pour moi, je suis rentré. Pour moi, c'est très féerique. Donc en fait, c'est très féerique et il le bute. Alors, c'est normal. Alors, laisse-moi te donner ma vision. Alors, je sais pas si c'est la bonne, mais ma vision de cette scène finale. Je t'ai dit que pour moi, le monstre incarnait les minorités dans tout le film, sauf cette scène-là. Cette scène-là, une fois qu'il a été abattu, ça n'est plus une minorité. C'est le juge. C'est le dieu. En fait, c'est mon interprétation de la fin. Je vais vous la donner. C'est que dans le film, à de nombreuses reprises, on dit que cette créature-là, dans des sociétés primitives et tout, elle était déjà là. Elle était considérée comme un dieu. Il lui faisait des offrandes, etc. Et quand Michael Shannon le tue, le monstre se relève, mais il fait aussi autre chose. C'est qu'on voit une écaille dans son dos qui grandit. Et moi, j'ai l'impression qu'il est légèrement plus grand qu'avant. Ma théorie là-dessus, c'est que en fait, c'est bel et bien un dieu. Ce monstre-là est un dieu qui est différent et qui, à mon sens, grandit à chaque fois qu'il est tué
à cause de sa différence. Donc tué par des êtres humains, hein, en l'occurrence, et il devient plus fort. Et donc, dans cette scène-là, la minorité, la personne qui est rejetée, c'est Sally Hawkins qui est par terre, qui est morte. Lui, la créature, n'est plus ça. Il est passé à un stade supérieur, il incarne le juge, celui qui va juger Michael Shannon. Le fait qu'il le tue, moi je trouve ça dommage. J'aurais préféré qu'il ne le tue pas. Ça aurait été un énorme plus pour le film. C'est une erreur de Del Toro là-dessus. T'as pas la sensation que là, t'es en train en fait, on a notre réalisateur qui nous fait des signes pour dire combien de minutes. Voilà, nous dire parce qu'on avait dit. Et là, il fait genre ça et tout. On lui avait dit, Oupi, si tu veux garder ton boulot. On lui avait dit comme ça, hein, parce que nous on est. On est en marche. Dis pas de bêtises. Si tu veux garder ton boulot, tu nous coupes au bout de 15 minutes. Et là, il nous fait des signes pour dire que ça fait 35. Voire 40. Et donc, en gros. 35 ou 40 ? Ah, 35 ! Ouais, d'accord. Et donc, au final, le truc, c'est est-ce que t'as pas l'impression que là, t'es en train de mettre des théories sur des théories alors que le film, au final. Mais il est ce qu'il montre. Mais oui, mais alors ça tu fais avec tout. Non, mais si tu fais pas de théorie sur Star Wars, tu vois pas de symbolique dans Game of Thrones, tu vois. Non. Quand on fait des théories, c'est qu'il y a des bases, de trucs, etc. Le film tout du long est ce qu'il montre, et à la fin, il montre une créature qui est censée représenter toutes les minorités qui butent comme ça sans problème. Mais parce que en fait, tu vois, parce que comme tu l'as dit toi-même, tu n'es pas rentré dedans parce que le film ne t'a pas pris par la main. Tu veux dire que j'ai pas compris le film ? Non, je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de dire que tu n'es pas rentré dedans. Et moi, oui. Du coup, en fait, le truc, c'est que moi, le monstre. Mais rentrer dans quoi ? Dans le film. Le monstre, pour moi, c'est pas un monstre en fait. À aucun moment dans le film, j'ai vu le monstre comme un monstre. Tu vois ? Et le fait qu'il s'accouple avec elle. Moi j'ai trouvé cette scène magnifique. Qu'est-ce que ça change ? Moi j'ai vu la féerie, le conte de fées. Le fait qu'en effet il tombe fou amoureux et qu'elle couche avec un lézard après 3 rencarts Tinder, en effet, c'est un peu louche. Ok. Mais dans les faits, moi je l'ai vu comme un conte de fées. Et en plus, le colloque dans la voix off te le dit au début, il va te raconter l'histoire de la princesse muette, etc. Enfin, le film est présenté dès le départ comme un espèce de conte où au final, rien n'est vrai. Parce que même l'aspect spatio-temporel du film, il est extrêmement difficile à cerner en fait. Parce que tu te dis, mais il y a plein de trucs dans le film où tu te dis, non mais c'est pas plausible, ça fonctionne pas. Il y a un immense incendie à côté de chez elle, et alors, elle le regarde même pas. Tu l'as vu ça ? Il y a un incendie, la chocolaterie qui est à côté de chez eux, elle brûle, mais alors le plus gros incendie qu'elle verra de toute sa vie, c'est indéniable. Elle le regarde même pas, elle s'en fout complètement. Et il y a plein de moments où en fait le film te montre que il faut surtout pas le prendre au premier degré. Quand elle joue avec les gouttes d'eau, tu sais, sur la vitre du bus. Moi qui d'ordinaire est quand même très terre à terre sur les films, quand c'est pas crédible, j'aime pas. Cette scène-là a failli me faire sortir du film. Et j'ai réussi à rester dedans sans problème. Non, mais le film, c'est que si tu le regardes de manière terre à terre, tu peux que le détester en fait. Mais encore, c'est pas ce que je viens de dire. Le truc, c'est qu'il y ait des moments qui soient des pures licences poétiques. Elle joue avec l'eau, elle est en train de penser à la créature, bon, ok. Le truc, c'est que ce que je suis en train d'essayer de te montrer, c'est que le film, que tu le prennes dans la féerie ou que tu le prennes bas du collier, dans les deux cas, la logique ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'en arrive à ma conclusion, qui est de dire que ce film est vraiment une œuvre qui a été faite par Guillermo del Toro, qui est un réalisateur qui est très doué, qui s'autoplagie et qui se reconstruit une image à Hollywood parce qu'il a eu beaucoup de problèmes. Et au final, il fait un film qui doit être un film qui coche des cases. Le méchant, il est très méchant. Le méchant, à la fin, il meurt. Et les gentils, ils vont vivre pour toujours ensemble. Et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Les motivations de Del Toro, t'as sûrement raison. Et donc, au final, le film, il en est que pauvre. Il en est que vraiment très, très pauvre. Moi, pour le coup... Alors, les motivations de Del Toro, ok, why not ? Mais j'ai envie de dire, il a pris tous les ingrédients. Il a quelques loupés. Je redis, Manichéen, La mort de Shannon, etc. Mais dans les faits, moi, tous les ingrédients mis ensemble, ça me fait un film qui fonctionne du feu de Dieu, à mes yeux. Et qui est très féerique. Et là où sur les aspects techniques je te rejoins pas, je suis plus en face du tout, je parle qu'avec toi et puis avec la caméra, désolé. Là où je te rejoins pas sur l'aspect technique, c'est que moi le film je l'ai trouvé d'une vraie beauté quoi.
vraiment dans les décors, la photo, Moi, les je trouve qu'il costumes, aurait pu y le être, film mais est qu'il aura beau. manqué un peu d'argent et donc de temps. Et ça, c'est un aspect que j'ai Mais pas bon. vu du film. Donc voilà. Et Eh ben, on- on a terminé en 40 minutes, ce qui équivaut dans certains pays à 15 minutes, je ne sais pas lesquels, je dis ça au hasard, pour essayer de justifier notre dépassement d'horaire. Vous allez être, on vous Tout prévient, était réfléchi pour mettre une pub toutes les 35 secondes. on va vous facturer assez cher nos minutes supplémentaires. Hein. Parce que vous aviez payé pour En 15 tout minutes, cas, on a fait 40. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été pris par la magie ou au contraire, est-ce que vous avez été plus réaliste? Non, pardon, excuse-moi. Ou est-ce qu'au contraire, du coup, la magie n'a pas fonctionné sur vous? N'hésitez pas à mettre le Mais t'as petit raison, pouce là, bleu. tu viens de dire, vous avez été réaliste, mais c'est le cas. Non, parce que je c'est pense pas que ce soit l'opposition le film ne soit que sur ça. lunaire réaliste en fait. Non, Mais, parce que tu sais, tu relances le truc. non, On je se veux juste retrouve- donner un exemple. Moi, par exemple, The Grand Budapest Hotel, je suis complètement passé à côté de ce film. Moi parce non, que- j'ai trouvé qu'il est très chouette. Ben, voilà. En fait, il y a des films où tu adhères et du coup, tu te laisses emporter par sa magie et voilà. Mais le et d'autres où- Budapest, même s'il a une histoire lente, il a une histoire et une histoire qui ne se fait pas démonter en quelques instants parce que tu vois tous les problèmes du scénario. Mais pour moi, Et le l'histoire Grand de The Budapest Shape of Water Hotel- ne se fait pas démonter. Là où il peut y avoir un rapport, c'est que dans les deux cas, on a des réalisateurs qui font ce qu'on attend que eux et ce qu'ils fassent. Mais dans le cas du Grand Budapest Hotel, il se surpasse, il fait mieux que ce qu'il a jamais fait. Là, Guillermo del Toro, il reprend la relation qu'il y avait dans Hellboy, il reprend la créature de Hellboy, il prend un peu de... Enfin bref. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Des bisous. Ah, ce qu'on pourrait conseiller aux gens, c'est d'aller le voir pour au moins se faire leur propre avis. Voilà, tout à fait. Une fois qu'il passera à la télé. Des Non, bisous. au Ciao, cinéma. ciao. Ciao. Let's go!